Bonjour tout le monde, merci d'être venu aujourd'hui. Bonjour Vincent Coquebert. Bonjour. Vincent Coquebert, vous êtes journaliste et vous êtes aussi auteur d'essais. Vous avez pour l'instant écrit 2 livres. Celui qui va plus particulièrement nous intéresser aujourd'hui, qu'on peut voir ici, qui s'appelle Millennial Burnout, et c'est sous-titré Comment XYZ, comment l'arnaque des générations consume la jeunesse. Et puis, ça c'était en 2019, et plus récemment, en 2021, vous avez sorti donc un second livre qui s'appelle La civilisation du cocon, pour en finir avec la tentation du repli sur soi. Et on va, je pense à certains moments, en parler, y faire référence aussi pendant notre conversation. Le livre auquel on s'intéresse aujourd'hui parle donc des millennials. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que les millennials, nous proposer une définition ? Alors, si on voulait le définir de manière purement, on va dire, sociologique, c'est les individus qui sont nés entre les années 80 et les années 2000. Donc c'est la génération qui a suivi en fait ce qu'on a appelé la génération X, qui était elle née entre les années 60 et les années 80, et la génération du baby-boom qui commence plutôt entre en 45 et qui finit en 60. Et ensuite, si on va avoir une définition un peu plus médiatique de ce que sont les millennials, c'est une sorte de, on va dire, de construction un peu mythologique dans lequel à la fois le marketing, à la fois le management et à la fois le politique en fait est venu inventer une sorte de définition quasiment une sorte de rupture anthropologique. Il y avait un nouvel être qui était apparu, qui avait un rapport très différent à la réalité, qui avait un rapport très différent au travail, qui avait un rapport très différent à la consommation. Et en fait, c'est plutôt une fable. Et c'est ce que j'ai essayé dans ce livre-là en fait, de comprendre. C'est à quoi servait finalement cette construction et à la fois médiatique, politique et marketing en fait, du concept de génération, et de quelle manière il intervenait dans le réel et quels étaient ses effets réels en fait, et en quoi il nous empêchait aussi de bien comprendre à quel point les jeunesses étaient différentes et aussi à quel point finalement les attentes ou les traits de caractère qu'on leur prêtait étaient une manière en fait d'essentialiser toute une cohorte, comme si le simple fait d'être né entre telle et telle période faisait de nous un groupe social cohérent. Et oui, vous le dites, il y a plusieurs caractéristiques qui sont apposées aux millennials d'emblée. Donc là, j'en ai répertorié quelques-unes. Alors par exemple, les millennials, ils sont réputés pour être des personnes aventureuses, ils sont flexibles, ils sont individualistes, ils sont très connectés, ils sont aussi vulnérables ou fragiles, ils sont militants, ils sont infidèles professionnellement notamment parce que voilà, ils peuvent passer ils ne se fixent pas. Donc il y a toute une foule de qualificatifs comme ça, dont parfois qui peuvent se contredire entre eux, et en tout cas on comprend tout de suite effectivement que c'est une définition qui est à l'emporte-pièce et qui n'est pas cohérente pour un énorme groupe de personnes, quoi. C'est ce que vous disiez. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on veut revenir un tout petit peu dans le concept de génération, d'où ça vient et comment on l'a un peu construit, on a d'abord parlé, en fait, il y a les générations, évidemment les générations biologiques, c'est simplement le renouvellement des le père, le fils, la fille, en fait, le renouvellement on va dire, des étapes chronologiques. Ensuite, on a eu ce qu'on appelait les générations culturelles. C'était, par exemple, comment le romantisme a pu surgir comme ça, et comment il a eu une sorte d'influence, et comment ça, à un moment donné, donnait un petit peu une sorte, on va dire, de zeitgeist, d'air du temps d'une époque, en fait, qui parlait d'une période historique très particulière. En fait, aujourd'hui, on parle plutôt des générations sociales. Les générations sociales, en fait, elles ont été théorisées par un sociologue allemand qui s'appelle Karl Mannheim, et ça c'était au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et ce sociologue, il a essayé de comprendre en fait, est-ce que, à travers ce qu'on appelle un événement fondateur, donc qui a été la Première Guerre mondiale, il s'est demandé est-ce que finalement les hommes qui sont retrouvés dans les tranchées, qui étaient parfois de conditions économiques, culturelles et venant d'espaces géographiques très différents, est-ce qu'ils avaient retiré de cette expérience quelque chose en commun? Est-ce qu'il y avait une sorte de conscience de génération, comme il pourrait avoir une sorte de conscience de classe? Donc là, il a remarqué que oui, il y avait une sorte d'antimilitarisme un peu chevillé au corps de toutes ces personnes-là qui les faisaient se réunir, mais le concept de génération était très circonscrit. Il le disait déjà lui-même. Alors évidemment que peut-être que certaines personnes qui venaient plutôt de la bourgeoisie n'ont pas eu le même rôle et donc ne l'ont pas vécu de la même manière aussi dans les tranchées. En fonction des âges aussi, c'était un petit peu différent. Donc c'était vraiment quelque chose de très circonscrit, et qui en fait n'avait de sens qu'à travers un événement qui à un moment donné allait créer cette conscience, la génération. Donc ensuite, pendant des années, le concept de génération est quelque chose qui a été mis un peu de côté et qui a ressurgi dans les années 70
dans les années 70, en fait, où on a vu survenir ce qu'on a appelé la culture jeune. Oui, en fait, même dès les années 50, en fait, la culture jeune commence à émerger, Voilà, commence oui, à y avoir une tout à fait. figure de l'adolescent, des enfants, enfin des jeunes qui commencent à avoir un peu d'argent de poche, donc pouvoir dépenser. C'est l'invention de l'argent de poche en fait qui a créé en fait la culture jeune. Où à un moment donné, on a commencé à parler des jeunes comme un groupe social parce que ça devenait un segment de marché. Et il y a déjà à l'époque, c'était la génération 68 par exemple, où on voit en fait c'est la première étape en fait d'une vision un peu mythologique des jeunes à travers le concept de génération. Parce que quand on parle de la génération 68 aujourd'hui, on a l'impression qu'ils étaient tous en fait des étudiants à cheveux longs et à grande coat qui étaient dans la rue à jeter des pavés, en train de lire le Capital de Marx. Alors qu'à l'époque, il y avait simplement 15% de bacheliers, et que c'était la majorité de ce qu'on appelle la jeunesse, en fait, vivait plutôt dans les campagnes, était plutôt des populations ouvrières. Donc c'est quelque chose en fait qui est venu d'un seul coup. On a parlé de la pensée 68, du 68 art, alors que c'était tout de suite une toute petite minorité. Et de la même manière, le millennials, quand on fantasme le millennials, ou quand on fantasme la génération Z, aujourd'hui, on parle tout le temps de 10-15% en fait d'une cohorte qui est souvent la mieux armée économiquement et culturellement, et dans lequel en fait on crée un filtre un petit peu très valorisant comme ça pour parler uniformément de la jeunesse. Donc, il y a d'ailleurs un point commun que vous signalez dans votre livre entre les jeunes de mai 68 tels qu'on les imagine et les millennials aujourd'hui, c'est que c'est la première génération qui commence à être analysée au présent. Vous dites que le principe de génération avant dans les sciences sociales, c'était avec le recul de l'histoire, on pouvait commencer à analyser un groupe d'individus. Et là, pendant mai 68 ou juste les années qu'on suivi, ça a commencé à être théorisé et c'est pour ça que c'est un peu faussé en fait. C'est ça, c'est qu'on a essayé, le concept de génération, c'est pour comprendre quelque chose qui s'est passé a posteriori. On n'analyse pas une génération en temps réel quand elle est en train de se former. Et c'est précisément ce qui s'est passé avec les millennials, ce qu'on appelait en fait avant génération Y. Et la première fois que le concept de génération Y est intervenu, c'est dans un magazine marketing qui s'appelle Advertising Edge, et on est en 1994, c'est un magazine de marketing et de publicité américain. Et à l'époque, ils sont déjà en fait en train de dessiner un portrait robot de ce nouveau jeune qui est conscientisé, qui est en même temps très consommateur, mais qui attend des marques et des entreprises en fait qu'elles prennent leur part de responsabilité sociale, qui est très curieux, qui est vraiment déjà avec une appétence pour l'informatique, qui en fait déjà une sorte de petit génie qui deviendra un peu le digital native après. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on lit tout ce texte-là qui est écrit en 94, c'est qu'on comprend très bien qu'ils sont en train de dessiner un portrait robot d'un individu qui est autant de nouveaux segments de marché en fait, et autant de nouveaux produits, de nouvelles offres, de services qu'on va pouvoir lui fournir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on se rend compte que ce petit portrait un peu primal qu'on fait d'une génération, alors que, vu que la génération Y commence dans les années 80, ça veut dire que les plus vieux de la cohorte ont seulement 14 ans, donc c'est quand même compliqué de définir un être qui est en gros entre 0 et 14 ans alors qu'il est en train de se construire. C'est exactement les mêmes stéréotypes qu'on retrouve 30 ans après. Et même c'est encore les mêmes stéréotypes qu'on accole sur la nouvelle génération qui arrive. Parce qu'en fait, le concept de génération aujourd'hui, vu qu'il est extrêmement lié au concept de jeunesse, c'est ce que j'essaie de montrer en fait, et comment nous, on est dans une société jeuniste en fait qui n'a plus que les valeurs fantasmées de la jeunesse en fait comme boussole, donc la créativité, la nouveauté, la souplesse, la fluidité, beaucoup plus que l'expérience, que la transmission, que ce genre de qualificatifs là. C'est qu'on utilise en fait la jeunesse comme une sorte d'interface un peu fantasmatique pour quelque part donner un peu des grilles de lecture sur des mouvements, on va dire, d'époque qui sont en train de se créer, mais surtout pour venir, en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est pour ça que le concept de génération qui est d'abord créé, génération Y qui est créée par le marketing dans les milieu des années 90, va se faire complètement approprié par le management et par les entreprises au début des années 2000. Et c'est là, en fait, où on commence à dire que le jeune les nouveaux jeunes sont flexibles, ils ne vont pas rester très très longtemps, c'est des cadors d'informatique, et on se rend compte finalement que tout ce récit-là est un récit en fait, qui est venu donner un visage humain, qui est venu accompagner une transformation beaucoup plus structurelle des entreprises, où les entreprises sont en train de transformer, et on est beaucoup moins dans ce qu'on a appelé la gestion des carrières, où on va pas prendre des individus pour les former tout le long de leur carrière pour les garder,
c'est aussi la période de la numérisation des entreprises, où on commence un petit peu à numériser. Donc en fait, toutes ces transformations-là, on leur a donné un visage humain et on leur a donné finalement une figure un peu mythologique, on va dire très valorisante, une sorte de levier un peu d'action très valorisant, parce que c'est l'idée, c'est la jeunesse qui est en train de se transformer, c'est la jeunesse qui est le futur, et donc quelque part, il faut qu'on accompagne cette transformation, on va dire, anthropologique, en faisant toutes ces transformations-là, alors qu'elles sont c'est plutôt la cause à effet est plutôt dans l'autre sens, quoi. Oui, mais ça, on va y revenir sur le côté des entreprises, du management, mais il n'y a pas de souci. Mais par exemple, pour vous donner un exemple, vous parliez donc de ce journal, de ce magazine américain Advertising Age, qui est le premier en 94 à avoir tenté de définir la génération Y. Et là, par exemple, j'avais noté juste un tout petit extrait, mais enfin, ça montre le côté mais un peu fou de l'article. En parlant de cette génération, ils disent qu'ils recherchent la meilleure affaire, surtout pour les produits de soins. Voilà, et ils parlent de l'ensemble d'une génération. C'est complètement absurde en fait. En fait, c'est ça aussi qui est intéressant. J'ai un peu sauté, j'aurais dû vous le rappeler, c'est que après l'influence aussi de cette lecture marketing-là est aussi passée par les universités où, au début des années 80, le logiciel marxiste en fait était considéré comme un peu épuisé. Une lecture du monde à travers une lecture de classe économique et sociale, ça commençait dans les années 80, qui est quand même un peu la décennie Frimsch, le fric, qui est une sorte de modèle, c'est un petit peu le modèle du Golden Boy. Donc en fait, on est quand même dans une vision assez performative et avec quelque chose d'assez décomplexé. Donc on se dit, c'est vrai que la lecture par classe économique, c'est peut-être un peu épuisé. Et c'est là qu'on commence en fait à essayer de comprendre le monde à travers des divisions qui sont plutôt des divisions sociétales, donc à travers la différence de sexe, à travers les différences d'âge, à travers les différences d'ethnie, en se disant on va mieux comprendre la société à travers ce logiciel-là. Et c'est à partir de ce moment-là, vous dites qu'on commence à parler de la lutte entre les âges, en fait, tiraillement entre les générations, conflit de génération. C'est ça. Alors il y a comme je vous disais, il y avait les générations biologiques, donc c'est pour ça que je cite une parole rapportée de Platon qui déjà en fait se plaint de... C'est en exergue de votre livre. Alors je l'avais noté aussi parce que c'est... Voilà. Donc c'est au tout début du livre, donc c'est une citation... c'est pas Socrate, pardon. Oui, Platon, ça sera... donc qui dit « Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. » Et ça date de 5 siècles avant Jésus-Christ. C'était pour montrer un petit peu qu'en fait, cette lecture de génération, en fait, et ce conflit de génération, au niveau biologique, il a tout le temps existé. C'est le conflit des anciens contre les modernes, en fait. C'est vraiment quelque chose de très ancien. Mais le conflit de génération, en fait, là où il a pris une tournure à mon avis, plus perverse et plus politique, c'est qu'en fait, vu qu'on a observé à partir des années 70-80 une sorte d'homogénéisation des valeurs. C'est que les goûts, les comportements, même les biais de consommation, en fait, aujourd'hui, sont assez homogènes et le conflit de génération, par exemple, aujourd'hui, n'est plus du tout mis en scène dans la publicité. C'est quelque chose qu'on faisait encore dans les années 70, 80, papa, maman, vous êtes trop relou, tout ça. Aujourd'hui, c'est, parce qu'on se rend bien compte aussi que la famille est une valeur phare, c'est quelque chose qui n'est plus du tout mis en scène. Mais qu'est-ce qu'on a pris comme biais pour mettre en scène le conflit de génération? C'est arrivé dans les années 90, d'abord aux États-Unis pour les premières réformes, et c'est arrivé en France dès le début des années 2000 avec le CPE, je ne sais pas si vous vous souvenez, le contrat de première embauche et aussi les premières réformes des retraites, c'est qu'on a commencé à dire, mais regardez, il y a eu un coup de canif, on a pris l'angle économique en fait, et il y a eu un coup de canif finalement dans le contrat entre générations, et il y a une génération qui serait une génération de 68 arts, de jouisseurs, de consommateurs, ils sont tous très riches, ils sont tous très consommateurs, en fait, qui auraient tout piqué à une nouvelle génération qui serait eux tous pauvres en fait, et qui seraient un petit peu des artistes sans le sou, qui serait un peu la génération sacrifiée. Et évidemment, c'est là où on se rend compte qu'il y a quand même une sorte de petite arnaque, c'est qu'évidemment qu'une génération, qu'une cohorte, on y retrouve en fait toutes les nuances des classes économiques et sociales, et c'est pas parce qu'on est né en 45 qu'on est forcément aujourd'hui un publicitaire à la retraite qui a énormément gagné d'argent et qui aujourd'hui considérait que les jeunes sont des feignants qui eux en fait devraient un petit peu plus se bouger. Et c'est là qu'on voit que les reproches ou les caractéristiques qui sont accordées aux jeunes sont cycliques, parce qu'en fait on pouvait reprocher aux 68 arts d'être paresseux ou au contraire les plaindre parce que c'était une génération en difficulté. Aujourd'hui ils sont devenus les boomers, on va leur accoler d'autres choses, alors que c'est les millennials d'aujourd'hui dont on peut dire
dans certains discours qui sont paresseux et qu'on peut aussi les plaindre parce que la société se durcit et qu'ils sont précaires. Donc en fait, ça revient. C'est quelque chose d'assez cyclique et surtout, voilà, c'est un récit qui à la fin devient un petit peu performatif dans les esprits aussi, parce que par exemple là vous parlez des boomers, aujourd'hui l'expression qui est un peu entrée dans le langage populaire, ok boomer, quand ça s'adresse simplement à une personne qui est plus âgée que soi. On n'est plus du tout dans la catégorie de la génération, parce que le boomer c'est vraiment 45-60 et c'est des gens très particuliers. Mais aujourd'hui, à partir du moment où on a 30 ans, on devient un boomer en fait. Ce qui montre bien aussi que c'est quasiment devenu une sorte de gimmick de société, sauf que ça structure un peu les représentations, ça structure un petit peu les rapports sociaux, et surtout ça crée une sorte de division entre les classes économiques et sociales, en fait, en se disant vous n'avez rien, par exemple les personnes qui seraient un peu plus des catégories populaires, vous n'avez pas de solidarité à avoir avec des gens plus âgés ou plus jeunes, parce qu'en fait ça serait votre cohorte qui vous définit, et on se rend bien compte qu'il y a une sorte de quelque chose d'excessivement fallacieux, de faire croire en fait que parce qu'on est né à la même époque, en fait, on aurait des valeurs homogènes, on aurait des comportements homogènes, et surtout on aurait un pouvoir d'achat homogène. Oui, d'ailleurs on peut peut-être citer les critères qu'il faudrait peut-être plus prendre en compte pour faire des regroupements sociaux un peu valides. On pourrait prendre en compte la classe socio-économique, on pourrait prendre en compte aussi l'implantation géographique des personnes, parce qu'on n'a pas du tout le même profil si on habite dans le centre d'une des plus grosses villes de France, ou dans une petite ville de France, ou si on habite à la campagne, ou dans une zone périphérique des villes. Enfin, il y a vraiment différentes réalités géographiques qui sont liées à des réalités économiques, et puis ça dépend aussi des pays, ça peut dépendre des origines nationales ou culturelles, ou même des pratiques religieuses. En fait, il y a énormément de grilles de lecture qui pourraient être plus valables que juste l'âge pour analyser les individus. Complètement, parce qu'aujourd'hui, si on regarde un petit peu en fait, déjà, il y a beaucoup de séparation dans le concept, on va dire dans la cohorte de la jeunesse. Aujourd'hui, il y a un vrai schisme, en fait, c'est au niveau éducatif. Il y a les jeunes qui sont, on va dire, 30-35% à être plus que bac plus 2, et le reste, en fait. Il y a quand même plus de 40% d'une cohorte, en fait, qui est bac ou moins que le bac. Et c'est ça, en fait, qui fait une vraie séparation dans la jeunesse. Et c'est pas... Et par exemple, aujourd'hui, un jeune de 25 ans qui vit à Paris, qui a un bac plus 4 ou un bac plus 5, a beaucoup plus de valeurs et de comportements et d'usages en commun avec un homme ou une femme qui elle aussi est bac plus 4, bac plus 5 et qui vit dans une grande métropole, que ce jeune-là avec un jeune du même âge qui vit dans la Creuse et qui lui a un BEP ou un CAP. C'est qu'en termes de proximité sociologique, le jeune de 25 ans de métropole est plus proche du quinca qui vit lui aussi en métropole et qui vit dans qui va avoir les mêmes usages culturels, c'est pour ça qu'aujourd'hui à Paris on voit des gens de 50-60 ans qui commandent sur Uber, qui sont en trottinette, qui vont faire des week-ends en Airbnb, et ça va être en fait un petit peu les usages et tout le paysage symbolique et mental qu'on accole plutôt aux vingtenaires ou aux trentenaires. Oui, d'ailleurs ça c'est une chose que vous dites dans vos 2 livres, que vous développez aussi dans La civilisation du cocon, c'est que aujourd'hui on n'est plus... en fait, dans La civilisation du cocon, vous parlez de tendances d'époque, et c'est ça, c'est qu'aujourd'hui vous dites qu'on est moins de son âge que de son époque, qu'en fait on reste jeune plus longtemps, et les personnes plus âgées peuvent avoir les mêmes usages que les plus jeunes, et donc on va plus être des personnes des années 2020 que des personnes de tel ou tel âge. C'est qu'on se définit aujourd'hui beaucoup moins par son âge qu'avant, ça c'est sûr. Mais comment dire, ce qui est aussi un amalgame, voilà, c'est pour comprendre un petit peu quand on parle de génération, c'est qu'il y a il y a ce qu'on appelle les effets d'époque. C'est par exemple aujourd'hui on vit dans un monde numérisé, donc on est tous en contact avec ce monde numérique-là. Il y a des effets d'âge, le fait on n'a pas les mêmes attentes et on n'est pas dans la même posture existentielle quand on a 15 ans et quand on en a 45. Et il y a ce qu'on appelle ensuite après des effets de génération. Les effets de génération, c'est très très rare. Et d'ailleurs on peut se dire peut-être qu'il va en avoir un avec le Covid et le confinement. Parce que là, pour le coup, il y a l'idée d'événements fondateurs où, à un moment donné, les jeunes d'une même cohorte ont vécu un même événement qui était celui d'être entravés dans le développement de leur scolarité, d'être une rupture du continuum et d'être renfermés à la maison.
Donc on peut se demander, est-ce qu'il y a une sorte de conscience de génération par rapport à ce moment-là commun vécu qui va se former? Mais encore une fois, si on est apprenti, et si on était en université, on ne l'a pas vécu de la même manière, parce que si on était en université, on pouvait quand même continuer de suivre nos cours par visio, alors que si on était un apprenti, tous les commerces étaient fermés, donc on était chez soi, donc on ne l'a pas vécu de la même manière, encore une fois. Donc c'est bien comprendre en fait que moi en fait mon idée c'est vraiment que la génération en fait nous fait fantasmer une jeunesse qui n'existe pas, nous permet aussi de nous alléger, de sous-traiter finalement à cette jeunesse fantasmée aussi beaucoup on va dire de vraies problématiques d'époque, que ce soit le climat, que ce soit l'écologie, que ce soit les nouveaux rapports hommes-femmes, le progressisme, tout ce genre de choses-là, en se disant, de toute façon, eux, ce sont les représentants en fait de ces valeurs-là, c'est eux qui les portent et c'est eux qui vont s'en charger. Et par exemple, moi je trouve ça marrant, même si c'est pas très marrant, c'est un peu cynique, mais par exemple pour la question du climat, on a vu apparaître en 2018 la figure de Greta Thunberg, qui était donc une jeune fille, une jeune Suédoise qui a pris fait et cause pour être un peu le porte-drapeau de ce qu'on a appelé la génération climat. Donc je ne remets absolument pas en cause évidemment son combat et tout ça, c'est très intéressant. Mais on se rend compte qu'en 1992, c'était le sommet de Rio, on avait déjà une Greta Thunberg, mais qui s'appelait Sebern Suzuki, qui avait aussi 14 ans, qui venait d'Afrique du Sud et qu'on avait mis à la tribune, et qui pareil faisait la leçon à tous les chefs d'État de la planète, en leur disant regardez le monde que vous nous laissez. Ils étaient tous là en train de la regarder ensuite avec les yeux humides, mais 30 ans après, on va en sortir une autre du chapeau qui va faire exactement la même mécanique et la même mise en scène, parce que d'un seul coup, la mise en scène de l'enfant, de la jeune fille en plus, qui va quelque part nous donner une leçon de bon sens et de ça va nous permettre de nous dire, regardez, on a pris conscience de ce problème-là, mais bon, c'est les jeunes qui vont s'en occuper et c'est eux qui vont porter le combat, alors qu'en fait, c'est une instrumentalisation de la jeunesse parce qu'on sait qu'en fait, la jeunesse donne de l'espoir, la jeunesse fascine, et d'autant plus dans un monde de plus en plus illisible et avec l'horizon bouché, on n'a jamais autant mis quelque part sur les épaules d'une sorte de jeunesse fantasmée, en fait, ces grands défis-là. Et les générations servent aussi à ça, en fait. Mais ce qu'il faut bien préciser, c'est que dans votre livre, ce que vous incriminez ou que vous critiquez, c'est que c'est une soi-disant analyse, une vision des générations qui est celle utilisée par le marketing, par le management, et qu'il peut quand même y avoir des sociologues de la jeunesse ou des sociologues des générations qui sont avec des analyses et des grilles d'analyse beaucoup plus sérieuses et qui vont justement se baser sur, par exemple, quand vous parlez des cohortes nées entre telle et telle époque, là ils vont le définir précisément, les dates à laquelle les jeunes seront nés seront pas flottantes mais très précises, ou ce sera des panels très représentatifs des personnes. Enfin, disons qu'il peut y avoir des recherches sérieuses et scientifiques sur les questions de génération, et que ce dont vous parlez, c'est précisément celles qui ne sont ni sérieuses ni scientifiques. C'est ça. Après, on peut avoir des sociologues, d'ailleurs, aujourd'hui, ils sont vraiment très... ils prennent le concept de génération avec des pincettes, donc ils vont plutôt parler d'une catégorie d'âge. Ils vont dire à un moment donné, c'est quoi avoir 15 ans, c'est quoi avoir 20 ans, c'est quoi être un 15-25 ans en 2020, quelles sont les problématiques. Et ils vont prendre ensuite une partie de cette cohorte-là, par exemple les jeunesses des quartiers populaires, ou les jeunesses de ce qu'on appelle la France périphérique, ou les jeunesses plutôt des grandes métropoles, et essayer de comprendre un petit peu quelles sont leurs différences au sein d'une même cohorte. Mais de toutes les manières, en fait, c'est aussi pour ça que les générations sont entrées et sont notre grille de lecture quasiment première. C'est qu'en fait, le discours marketing et le discours managérial a un impact beaucoup plus fort et beaucoup plus présent que le discours sociologique. Et même dans les émissions d'information, les émissions, on va dire les magazines d'actualité à la télévision, on va tout le temps en fait prendre un jeune ou une jeune qui vient de sortir et qui va être une représentation, et on va lui dire bon, toi t'es la représentation, vous êtes en train de parler, vous êtes la porte-parole, et on essaie tout le temps de trouver les porte-paroles de la jeunesse, et à chaque fois en fait comme en 68 on pensait que Cohn-Bendit était le représentant, était la voix de la jeunesse, alors que c'est assez amusant, on regarde les sondages et les études à l'époque, et il était détesté. Mais il était détesté même des gens de son âge, en fait. C'était quelqu'un de très très clivant. Mais on était persuadé que 40 ans après, c'est entériné dans nos représentations, c'est Cohn-Bendit qui parlait, qui était le porte-voix de la jeunesse de 68. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez enfin,
on voit en fait la construction d'un mythe en temps réel en fait avec les générations, et on voit comment ils se renforcent à force de répéter les mêmes choses, à force de même répéter tout le temps les mêmes discours, parce qu'on a quand même aussi une sorte d'amnésie médiatique, nous en tant que public et en tant que consommateurs de médias et de discours médiatiques, et à partir du moment où c'est quelque chose d'assez positif, d'assez valorisant, quelque part ça nous fait plaisir aussi de l'entendre, parce que ça nous donne de l'espoir aussi de voir des jeunes qui prennent la parole et de se dire oui, il y a une génération de climat qui est, par exemple, qui est très conscientisée. Mais par exemple, cette génération de climat, qui sont allés défiler dans les rues, il y a eu des vraies études sociologiques pour savoir qui c'était. Après, et on s'est rendu compte que c'était plutôt une jeunesse avec des parents de gauche, et plutôt une jeunesse aussi avec un capital culturel assez élevé. C'était pas du tout toute la jeunesse, parce que si on regarde par exemple dans la consommation, c'est aujourd'hui les 18-25 ans qui sont les plus gros consommateurs de viande, parmi toutes cohortes confondues, alors qu'on nous dit que c'est la génération de climat et celle qui est sensible à la cause animale, ou même la nouvelle génération végane. En fait, les choses sont beaucoup plus complexes que ça, et aujourd'hui, quand il y a des effets d'ailleurs, quand il y a des effets d'époque, par exemple comme le véganisme, ou cette nouvelle sensibilité vraiment à la cause animale, c'est quelque chose qui infuse toutes les générations. Et il suffit de regarder par exemple qui vote pour le parti animaliste, et ben, c'est pas forcément les jeunes, c'est plutôt des gens de tout âge en fait. Et on peut peut-être parler de quelques clichés qui sont accolés aux millennials et qui sont faussés. Comme par exemple, en fait, les millennials ou la génération Y, qui sont aussi appelés les digital natives, parce que c'est ceux qui sont nés plus ou moins en même temps que le numérique, en même temps qu'Internet, et donc ils sont réputés pour être spontanément, naturellement doués avec le numérique et doués avec les nouvelles technologies. En fait, c'est pas forcément le cas. Pas du tout, c'est pour ça aussi c'est venu accompagner tout le discours de transformation de l'entreprise à sa numérisation, en disant évidemment qu'on va tout numériser, et c'est vrai aussi pour les administrations, hein. On va tout numériser parce que les nouveaux jeunes qui arrivent en fait sont vraiment des petits génies de l'informatique. Alors qu'en fait, la vérité, les utilisateurs d'informatique dans les années 80, les premiers utilisateurs étaient nettement plus doués, parce qu'à l'époque, il fallait un livre de 400 pages en fait, pour faire sa propre programmation, pour pouvoir accès à l'ordinateur. Et là, il y a eu des études qui ont été faites sur le mythe des digital natives, et on s'est rendu compte, par exemple, que sur la génération des millennials, et c'était aussi vrai sur ce qu'on appelle la génération Z, donc ceux qui sont nés entre 2000 et 2020, c'est qu'il y en avait quasiment un quart qui, dans l'année, avait abandonné une démarche administrative parce que ça demandait un recours au numérique. On se rend compte en fait qu'ils sont très à l'aise avec les applications, avec les réseaux sociaux, mais même avec les outils de base de la bureautique, ils ne savent pas forcément tous faire. Mais ça permet en fait aux personnes qui sont aussi les demandeurs en fait, de cette transformation-là de la numérisation du monde, de l'accompagner d'un discours en fait, somme toute logique en fait, qui dirait mais évidemment qu'on va faire cette transformation-là parce qu'on est bien obligé de suivre les nouveaux usages des individus. Mais dans une même cohorte, on a beau être né en 2005 ou en 1995, si on vient d'un milieu très très populaire, dans une zone géographique pour le coup un petit peu isolée, eh ben, on n'aura pas forcément accès au matériel informatique, on n'aura pas forcément des bonnes connexions, donc il n'y a pas de raison qu'on soit une sorte de petit cadre de l'informatique de manière spontanée. C'est pas parce qu'on est né au même moment qu'Internet en fait, qu'on sait programmer, qu'on comprend le code. Et donc en fait voilà, c'est parmi l'ensemble de stéréotypes qui encore une fois sont venus en fait accompagner un récit de transformation de notre société. Oui, parce que ce dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle la fracture numérique, c'est l'inégalité d'accès à Internet, aux outils numériques, et du coup l'inégalité des compétences aussi pour utiliser ça. Et ça touche toutes les tranches d'âge, et ça touche aussi les jeunes. Bien sûr, oui. Alors évidemment, après on va dire aussi, il y a aussi un effet d'âge, donc c'est sûr que quand on a 80 ans aujourd'hui et qu'on n'a jamais eu d'ordinateur et compagnie, évidemment qu'il y a une fracture numérique, mais elle existe aussi chez les plus jeunes qui ne forment pas une sorte de tout homogène, et c'est pas parce qu'on est né à une époque qu'on baigne forcément dans le bain culturel de son époque en fait. Et il peut y avoir aussi cette croyance-là parce que les jeunes sont des gros utilisateurs du smartphone, des réseaux sociaux et puis de YouTube ou TikTok ou toutes les plateformes, les écrans, les vidéos, ils regardent beaucoup de vidéos, mais c'est pas parce qu'on consomme un média que spontanément on sait l'utiliser et qu'on sait soi-même créer des vidéos par exemple. Bien sûr, de toute manière c'est toujours une minorité, hein. On est un peuple de regardeurs sur Internet, on est un peuple de consommateurs beaucoup plus qu'un peuple de producteurs. Mais oui, enfin c'est d'ailleurs comment dire. Certains profs s'en rendent compte en fait très facilement qu'à un moment donné on a voulu mettre aussi l'ordinateur de manière
comme support pédagogique pour tous les profs, et il fallait absolument passer par l'ordinateur. On se rend bien compte, moi j'ai beaucoup d'amis profs, ils se rendaient bien compte qu'il y avait un décalage, et à chaque fois il y en avait au moins 4-5 qui étaient complètement paumés. Mais comme on a cette idée un peu spontanée, jeunesse, nouvelles technologies, ça permet encore une fois d'avoir une lecture très faussée et très généralisatrice de la jeunesse, et quelque part c'est nier en fait c'est toute une partie de la jeunesse. On oublie qu'il y a 60% d'une cohorte de jeunes en fait qui vivent par exemple dans ce qu'on appelle, ce que Christophe Guilly par exemple a appelé la France périphérique, donc qui ne vivent pas du tout en ville, qui n'ont pas du tout forcément tout le temps les mêmes problématiques que cette jeunesse de la métropole qui nous tient lieu vraiment de représentants de la jeunesse qui est totale. D'ailleurs, oui, ça rejoint aussi un autre cliché, c'est que les jeunes sont spontanément plus ouverts aux questions woke, ce qu'on appellerait le wokisme aujourd'hui, les questions de genre. Et pareil, en fait, ça va être le cas d'une frange plutôt urbaine, plutôt diplômée, mais ce ne sera pas le cas de tous non plus. C'est ce que certaines études ont appelé la crème des millennials. Et en fait, le nectar de la crème des millennials, et en fait, c'est les 20-25% d'une cohorte, et on a tout le temps ces 20-25% là depuis quelques années, qui sont bac+4 ou bac+5. Et qui ont donc un capital culturel et économique, et qui sont souvent un petit peu, entre guillemets, à l'avant-garde des nouvelles problématiques sociétales, comme c'était vrai aussi pour cette jeunesse-là dans les années 90, c'était plus le racisme, c'était aussi plus c'était en fait un petit peu les débuts d'ailleurs des thématiques qu'on a aujourd'hui, hein, à travers Benetton, où on était plus dans la problématique du racisme, à travers des marques comme Calvin Klein, on était plus dans cette idée de fluidité de genre. Mais encore aujourd'hui, il y a des études sur, par exemple, le rapport au féminisme des jeunes garçons et des jeunes hommes aujourd'hui, et on se rend bien compte qu'il y en a quand même une bonne majorité qui vivent ça comme une sorte de crispation, donc plutôt une sorte de réaction, une sorte de manière même de réaffirmer une identité virile, qu'on peut très bien voir aujourd'hui à travers cette tendance à l'hypermasculinisation, qui se voit à travers le développement de la musculation, qui est devenu vraiment quelque chose de très commun, qui se voit même à travers la consommation en fait. Les jeunes aujourd'hui, il faut savoir que les jeunes sont les plus grands consommateurs de chirurgie esthétique, plus que les 50-60. Aujourd'hui, c'est les 18-30 qui consomment le plus de chirurgie esthétique. Et de plus en plus des hommes aussi. Et ils demandent, par exemple, les femmes, ça va être des grosses lèvres, des gros seins ou des grosses fesses. Et chez les hommes, ça va être plutôt une survalorisation, donc les pectoraux. Donc on se rend bien compte que dans cette société qu'on pense aujourd'hui très fluide ou un peu post-genre, on est en train de parler d'une petite minorité qui se sont appropriés, qui s'est approprié toutes ces problématiques-là, et on ne se rend pas compte qu'en fait, il y a toute une majorité en fait qui se pose plutôt en réaction. Et quelque part, ça se voit aussi avec, comment dire, il faut simplement aller je suis allé pas mal de lycées de province et de collèges de province et discuter avec des jeunes, et on se rend bien compte en fait qu'ils ne sont pas dans toutes les problématiques qu'on a l'impression aujourd'hui qui sont des problématiques partagées par la jeunesse, où ils ne se définiraient quasiment plus par leur sexe, ou qui pourraient même quelque part passer de l'un à l'autre, et qui seraient très à l'aise avec toutes les idées d'homosexualité, tout ça. Ce n'est pas vrai. En fait, il y a une partie qui est très à l'aise et qui est très à l'avant-garde, et toute une autre partie qui est plutôt même un petit peu dans une sorte de crispation. Et c'est aussi vrai au niveau politique, parce qu'aujourd'hui, on est persuadé au niveau politique que les jeunes sont très progressistes, mais alors déjà la majorité c'est de l'abstention, par exemple à la dernière présidentielle c'était de l'abstention, et ensuite après la grande majorité du vote se partageait entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Donc les jeunes ne sont pas forcément progressistes, ils peuvent même être très réactionnaires. Et sur la question de la sexualité aussi, parce qu'on peut avoir une image où, avec les réseaux sociaux, les applis de rencontre, que par exemple le coup d'un soir ou les histoires sans lendemain peuvent être multiples, et en fait, non, vous dites plutôt que c'est la génération la plus inactive sexuellement depuis les années 20. Enfin, alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment de nombreuses études qui ont été faites dans différents pays du monde, et c'est vraiment une tendance globale. C'est qu'on a, alors que par exemple l'âge de la première relation sexuelle était vraiment à stagner pendant 40-50 ans, on était à 17 ans, 18 ans. Et en fait, par exemple, en Angleterre, c'est en train d'augmenter. Maintenant, c'est plutôt 19-20. Et le nombre de rapports sexuels qu'on rapportent les individus sont en baisse graduelle et continuent de baisser. Alors
peut avoir pour plein de raisons. Hein. Ça, on peut se demander si à un moment donné, on n'est pas dans une... peut-être aussi un effet de la pornographie qui est massifié à un moment donné. Donc cette espèce on va dire, de baigner dans un bain comme ça, sursexualisé, peut-être que ça donne un peu moins envie, ou alors que ça crée une sorte de pression. Mais il y a aussi quelque chose là qui fait plus penser, enfin qui fait plus écho à mon deuxième livre, sur le Cocon, c'est qu'on est aussi... Depuis, ça a commencé à la fin des années 80 et ça s'est vraiment déployé dans les années 2000-2010. On est dans une posture de plus en plus de repli, on socialise de moins en moins. On est dans un repli qui est à la fois physique, psychique et territorial. Et quelque part, l'autre, l'altérité, devient de plus en plus quelque chose d'inatteignable. Donc c'est vrai que autant nous, on s'est un peu replié sur notre corps dès ces années-là. C'est un peu le début du tatouage, du piercing, aussi du fitness, de la musculation. Mais le corps de l'autre devient de plus en plus problématique en fait. Donc on a pensé que c'était la génération YouPorn qui était très à l'aise avec la sexualité, qui avait une sexualité très débridée, mais c'est un rapport à la sexualité un peu plus complexe que ça. Et je vous ai pas raconté, mais aussi d'où je parle en fait, c'est parce que je me suis aussi intéressé à ça, qui va peut-être vous faire un petit peu comprendre pourquoi je me permets de dire des choses un peu qui peuvent vous sembler un peu péremptoires. C'est que pendant 3 ans en fait, j'ai tenu un journal qui s'appelait 20 et où chaque semaine, le contrat éditorial, c'était des jeunes qui venaient un petit peu qui venaient de toutes parts en fait. C'était un journal en ligne. Voilà, c'était un journal en ligne et donc entre 16 et 25 ans et de tout milieu économique, de toute zone géographie. Et l'idée c'était venez nous parler, c'est quoi être jeune aujourd'hui, c'est quoi avoir 15 ans, c'est quoi avoir 18 ans, c'est quoi avoir 20 ans en 2020. Et donc l'idée c'était de faire un peu du journalisme existentiel, c'était parlez-nous de votre rapport à l'intime, parlez-nous de votre rapport aux études, parlez-nous de votre rapport à l'engagement, vos relations avec votre famille. Et en fait ils se sont tous mis à écrire et tout ce qu'ils ont produit, et parce que j'ai vu plus de 1000 jeunes pendant 3-4 ans, allait complètement à rebours de tous ces stéréotypes en fait, dont moi-même j'étais pétri, que j'avais entendu sur eux. Ils étaient très connectés, voilà, qu'ils étaient très à l'aise avec la sexualité, qu'avec un engagement politique très, très, très fort, qu'ils étaient pas très proches de leur famille, voilà, alors que je me suis rendu compte que c'était des jeunes qui étaient assez pudibonds, très angoissés par leur rapport avec l'idée d'entrer dans le monde professionnel, qui étaient très très attachés à leur famille, leurs parents étaient vraiment, et la notion de famille était quelque chose d'excessivement important, et donc qui représentait finalement quelque part des invariants anthropologiques qui est celui de vouloir avoir une vie un peu stable, avoir une sorte de stabilité, qu'elle soit affective, économique ou matérielle. Et donc je me suis dit, tiens, mais pourquoi est-ce que c'est quelque part le discours qu'ils me donnent et qu'ils produisent en fait va complètement à rebours de tout ce que moi j'entends, et c'est à partir de là que j'ai voulu un peu détricoter aussi tous ces voilà, d'où venait le discours dont moi-même qui avait moi-même structuré mes représentations. Voilà, je faisais cette petite... J'imagine que vous en avez aussi profité pour vous rendre compte que il n'y a pas de généralisation, que tous étaient différents avec des réalités, des origines et des pensées et des envies différentes. Tout à fait, mais qu'on pouvait faire de temps en temps on va dire des petites catégories, mais ça va être, mais qui étaient malgré tout beaucoup plus définies par leur niveau économique et culturel, et par rapport aux écoles, économiques, culturelles et aux diplômes. Ils ont c'est vraiment là où je voyais des grandes séparations. C'est ceux qui avaient juste le bac ou qui entraient directement dans le monde professionnel, et ceux qui étaient en études, et on voyait bien qu'ils n'avaient pas du tout évidemment les mêmes réalités. Voilà. Mais ils avaient des réalités communes et des problématiques communes quand ils évoluaient dans les mêmes sphères économiques et culturelles. Beaucoup plus que par leur âge en fait. Voilà. Et une autre chose qui rejoint la civilisation du cocon, votre deuxième livre, c'est que vous expliquez que dans la jeunesse, mais en fait dans la société entière aussi, il y a une baisse de popularité de la figure du rebelle. Que autant c'était cool avant, il y a eu le punk ou le rap, et d'incarner quelque chose de rebelle, autant aujourd'hui la société est quand même plus dans un rapport ou une importance grandissante qui est donnée à sa santé, à son corps, aussi là c'est directement la civilisation du cocon au bien-être ou au cocooning, d'être bien chez soi, et que ça en fait ça transcende les générations. J'avais noté que
par exemple Frédéric Beigbeder, qui à l'époque avait été arrêté par la police pour prendre de la drogue dans la rue, hein, comme on sait, a écrit en 2018 Une vie sans fin, dans lequel il parle de la longévité et de la santé du corps. Et puis Virginie Despentes, qui est quand même quelqu'un qui était vraiment dans le punk et est réputée pour être un peu une écriture trash, etc. Et son dernier livre, Cher connard, ça met en scène deux personnages qui l'un et l'autre tentent de décrocher de leurs addictions à la drogue et à l'alcool, la cinquantaine arrivant. Et c'est pas du tout des millennials, ni Beigbeder, ni Despentes. Mais voilà, eux aussi, en fait, ils sont rattrapés par ça, ils parlent de ça. Complètement, oui, bien sûr, mais le côté très transgressif, en fait, et cette idée en fait de transgression un peu comme air du temps, c'est quelque chose aussi qui vient beaucoup des années 70, où on mettait encore le conflit intergénérationnel vachement en scène. Et le rock'n'roll était une manière de faire, entre guillemets, un doigt d'honneur à ses parents, en leur disant « Papa, t'as rien compris » ou « Maman, vous êtes trop nul, vous êtes le monde d'avant ». Et petit à petit, on s'est rendu compte que cette figure du rebelle est d'ailleurs a même disparu, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais encore dans les années 90, les magazines People ou les célébrités étaient connus pour leurs phrases que, je ne sais pas moi, l'acteur Sean Penn, qui avait détruit sa chambre d'hôtel, qui était ivre et qui insultait les flics. D'un seul coup, en fait, le public allait dire « Waouh, il est quand même, il se laisse pas faire, c'est vraiment, quelque part c'est un rebelle, il est cool ». Aujourd'hui, même les célébrités qui se prêtent à ce genre de choses-là, eh ben, ils vont être un peu stigmatisés, on va les dire, ils sont un peu craignos en fait. Parce que quelque part, le conflit de génération, ça va aussi avec la fin du conflit de génération en fait. Parce que être un rebelle, c'est souvent la première rébellion est d'abord au sein de la famille. On a l'impression de faire un doigt d'honneur à la société, mais c'est surtout une manière en fait de transgresser par rapport à une sorte d'autorité parentale. Et comme aujourd'hui il y a aussi une transformation de l'éducation, une transformation des familles, où c'est plus le couple qui fait famille, c'est plus les parents qui font famille avec les familles recomposées, c'est l'enfant qui crée le trait d'union au sein de la famille. Et bien l'enfant est au centre des valeurs et quelque part il est le centre de toutes les attentions et il n'est plus du tout lui-même à vouloir se projeter dans une optique en fait de fronde. C'est plutôt d'ailleurs c'est ce qui explique aussi pourquoi les jeunes vivent de plus en plus, et c'est vraiment des statistiques et un pourcentage non négligeable, vivent de plus en plus longtemps avec leurs parents. Alors évidemment il y a des problématiques économiques, c'est plus compliqué, les études sont plus longues, mais pas que. Il y a vraiment une difficulté à sortir du foyer, et quand on regarde les valeurs des jeunes, la famille est une des valeurs phares, et c'est leur rapport, ils se sentent plus proches de leurs parents que de leurs amis, en majorité. Je dis pas que tous, hein, donc ça va avec la fin du rebelle, et ensuite après dans cette ère du temps de la santé, ça va aussi beaucoup avec le retour sur le corps qu'on a pu observer à la fin des années 80. Et ce qu'on a pu observer à la fin des années 80 dans ce repli, c'est d'abord un repli qui est venu d'abord des catégories populaires, c'était le livre de Jean-Paul Kaufmann qui s'appelait La chaleur du foyer, qui était sorti en 89, où on s'était rendu compte qu'après cette décennie-là qui avait vraiment mis en avant des valeurs de performativité, de valeurs sur la richesse, la réussite, et on va dire l'individualisation pour tous, en fait, le fait de pouvoir être le maître de son existence et de sa destinée, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau familial, et ben c'était pas du tout une promesse qui était équitable, et c'était pas une promesse, on n'était pas tous armés de la même manière, et dès la fin des années 80, on s'est rendu compte que les catégories populaires se sont un peu repliées sur leur foyer. Et c'est le début du rêve du petit pavillon de banlieue, c'est le début du marché du jardinage, ensuite du marché de la décoration. Et cette pulsion de repli domestique, ensuite, elle s'est insinuée dans le corps social, et c'est devenu une réalisation possible grâce, pour le coup, à la numérisation du monde, où Internet nous a permis de domicilier beaucoup de choses. De domicilier la consommation, de domicilier la culture, ensuite on a domicilié le travail, les relations amoureuses et sociales, et même aujourd'hui avec TikTok on a domicilié la danse. On danse plus en boîte de nuit, mais on danse devant sa caméra, depuis chez soi. Donc c'est un fantasme on a eu un repli qui est à la fois un repli sur le corps, mais aussi un repli psychique et un repli territorial qui aujourd'hui est quelque chose qui nous concerne tous. D'ailleurs, on se rend bien compte, c'est les plus jeunes cohortes, elles socialisent beaucoup moins en extérieur qu'avant. Il y a une étude qui est fascinante d'un psychologue anglais qui dans une même famille, a essayé de regarder sur 4 générations, donc ça commence dans les années 20 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'où pouvait aller l'enfant, le petit garçon ou la petite fille qui avait 10 ans. Donc ils prennent l'arrière-arrière-grand-père, qui avait 10 ans dans les années 20, lui avait le droit de partir à 20 km autour de la maison pour aller pêcher dans un parc. 80 ans après, son petit-fils, lui, a le droit d'évoluer à 150 mètres autour de la maison. Donc on se rend bien compte aussi qu'on est dans un repli massif
qui nous concerne tous et qui parle beaucoup de notre rapport, on va dire, à l'extérieur, à l'altérité, à ce besoin en fait d'être dans une sorte de cocon qu'il soit familial, qu'il soit celui de la chaleur du foyer, bref. Excusez-moi, je ne suis pas très clair sur la fin. Et pour en revenir à tous les clichés dont on a parlé précédemment et qui sont apposés à la jeunesse, on pourrait se dire, mais finalement, au fond, c'est quoi le problème de véhiculer des clichés? Ça fait de mal à personne, en fait. C'est juste des mots. L'essentialisation fait forcément du mal. C'est comme si vous disiez à un moment donné, si on parlait des handicapés, des femmes, des minorités, avec un ensemble de qualificatifs qui ne leur correspondent absolument pas, on serait en train de se dire, il y a peut-être un petit problème. Là, on est en train d'essentialiser et en même temps, on raconte n'importe quoi. Donc, peut-être d'ailleurs que c'est le cas, je ne sais pas, je suis peut-être pas assez observateur, mais par exemple, là où ça pose un problème, c'est que par exemple, on nie complètement toute une partie de la jeunesse, on ne se pose pas du tout leurs problématiques d'intégration, on va dire de bien-être dans la société, quelle est leur voie politique, quelle est leur voie citoyenne. On n'est absolument pas en train de se poser ces questions-là. Là aussi où ça pose problème, c'est qu'en entreprise, vu qu'en fait on a plaqué en amont des attentes présupposées sur les individus, on les manage de manière n'importe comment, parce qu'on se dit, ou alors des fois on est très déçus et on va se retrouver avec des organisations un petit peu toxiques parce qu'on a cru que c'était les besoins et les attentes présupposées, alors qu'en fait ce n'est absolument pas ça. Ça crée aussi d'autres problèmes au niveau politique, parce qu'à force de, par exemple, dans tout ce qui a été, par exemple le CPE ou les problématiques sur les retraites, de faire croire qu'il y a par exemple que des vieux très riches et que des jeunes très pauvres, c'est une manière d'évacuer complètement la question politique que pose la redistribution des richesses. Donc en fait, c'est surtout très pratique la lecture générationnelle, parce que ça permet de simplifier le monde, ça permet d'avoir des grandes catégories signifiantes, et quelque part, quand on veut un petit peu diviser pour mieux régner, ça permet ça permet en fait d'inventer des catégories de papier et de les faire s'opposer, tout en se disant, bon, c'est bien, les choses vont continuer et rien ne va changer. Et soit de fictionnaliser des individus, enfin des groupes d'individus, soit pour les faire s'opposer, soit, c'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure en introduction, de les faire ressembler aux attentes de ce que doit devenir la société, c'est-à-dire voilà le monde du travail qui peut se précariser. Il y a de plus en plus soit de contrats courts, soit évidemment toute la partie de l'ubérisation du travail. Et on va dire que les jeunes sont naturellement plus flexibles, plus adaptables, qu'ils vont pouvoir sauter d'un poste à un autre, alors qu'en fait, ils le font parce qu'ils le doivent, parce qu'ils n'ont pas trop le choix, pardon, je termine, vous dites aussi que les jeunes sont en grande recherche de stabilité, en fait, comme tout. Ah oui, d'ailleurs ça se voit dans toutes les dernières, encore dans les récentes études là, de l'Institut, pour le coup de l'Institut Jean Jaurès, sur le rapport au travail des jeunes. C'est de la reconnaissance, c'est de la stabilité, c'est en fait ce qu'attend n'importe quel individu. En fait, depuis qu'on est sédentaire et depuis qu'on est dans une société, on va dire, assez de richesse, le but des individus, c'est évidemment, par exemple, c'est d'abord d'avoir de la stabilité, et cette fameuse quête de sens, on se rend bien compte que ça arrive en 3e, 4e position dans les demandes. Donc c'est évidemment, ça touche les individus, mais ça les touche de manière moindre. Pour revenir sur ce que vous disiez, je ne sais pas si vous vous souvenez de on en a beaucoup parlé ces dernières années, il y avait ce qu'on a appelé le slasher. C'est le mot anglais pour dire le slash. Donc c'était pour présenter, on était en train de dire, regardez, les jeunes aujourd'hui, ils veulent être des slashers, ils ne veulent pas avoir un seul emploi, ils veulent en avoir 3 ou 4, parce qu'ils adorent passer d'un emploi à un autre. Il y a eu des études sur les personnes qui avaient plusieurs emplois, c'était les catégories les plus pauvres, qui étaient obligées d'accumuler plusieurs emplois. Mais quand on regardait par exemple les publicités, il y avait la banque qui s'appelle Hello Bank, qui faisait encore une pub l'année dernière, et puis ils étaient là, regardez, c'est Thomas. Alors Thomas, le matin, il est photographe, l'après-midi, il fait de l'écriture, et en fait le soir, il est barman, oui, parce qu'il faut bien gagner sa vie tout simplement. Mais on nous présentait ça comme une sorte de figure cool, une figure de la modernité, alors que c'est une figure plutôt de la précarité. Donc c'est ce qui montre bien comment finalement, comme c'est un logiciel séduisant, le logiciel des générations, et que les jeunes est séduisant, on peut aussi faire avaler des situations économiques ou sociales, ou des transformations économiques et sociales pour les rendre plus positives, alors que c'est simplement c'est jusqu'où va-t-on descendre plutôt, quoi. Et puis ce qui est terrible aussi, c'est que
Vous expliquez que ces discours très généralistes, enfin très généraux qui sont apposés aux individus ont un effet autoperformatif, que en fait ça devient des espèces de prophéties autoréalisatrices. Alors par exemple, comme on se sent un peu précarisé à son poste, on sent qu'on va pas pouvoir rester longtemps, donc on va spontanément aller regarder s'il y a mieux ailleurs pour passer de job en job parce qu'on sent que c'est l'attente qu'on a de nous, ou aussi le fait que, mettons, on va dire, voilà, les jeunes, ils sont de plus en plus paresseux. Et quelqu'un de 20 ans va penser que les jeunes sont paresseux, même si lui ne l'est pas et s'il pense que ses amis autour de lui ne le sont pas forcément, mais c'est quand même des discours qu'on intègre, quoi, et qui deviennent réels. Oui, complètement, mais d'ailleurs c'était assez rigolo, il y a une étude qui avait été faite par DIFOP où ils ont posé la question aux millennials, comment est-ce que vous définissez votre génération ? Alors ils étaient là, les gens de ma génération sont paresseux, sont infidèles, sont zappeurs. Définissez-vous vous. Et puis moi je suis sérieux, je suis stable, je suis en quête de sens. Donc en fait c'était vraiment cette espèce d'absence de dialectique entre la manière dont on se perçoit et les stéréotypes qu'on accole à un grand ensemble. Et là où c'est quelque chose de performatif, c'est que et d'ailleurs après on leur demandait est-ce que vous voulez vous définir par votre génération, et la grande majorité disait ah non, surtout pas. Surtout me définissez pas par ma génération. Et là où ça devient performatif, c'est que d'un seul coup eux-mêmes intègrent les stéréotypes qu'on accole à leurs pairs, alors qu'ils les connaissent bien mieux que les marketeurs, mais pour autant ils vont se dire bah oui, puisque c'est le discours médiatique, puisque c'est le discours de masse et qu'on le répète, pourquoi on l'intègre? Et d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'on prend les quatrièmes de couverture, par exemple des livres qui sont parus sur la génération Y ou les millennials, sur le rapport à la consommation ou au travail au début des années 2000. On lit les problèmes, ah là là, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment gérer ces nouveaux jeunes qui arrivent. On regarde les quatrièmes de couve des bouquins qui sont sortis en 2020 sur le même sujet, c'est exactement la même chose. Donc en fait, soit on n'arrive vraiment pas à régler les problèmes, soit peut-être qu'en fait le problème n'est pas là. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que généraliser par catégorie d'âge, notamment dans l'entreprise, mais pas uniquement, en fait, il y a des discours qui posent problème autant au niveau des jeunes qu'au niveau des seniors. Parce que oui. Les jeunes peuvent être mal perçus parce que, par exemple, pas fiables. Et du coup, ils font face à un fort taux de chômage, mais les personnes seniors dans les entreprises vont être perçues aussi comme manquant de dynamisme, par exemple, comme étant ancrées dans leurs habitudes, ce qui est vraiment pas forcément le cas. Non, pas du tout. Ils souffrent aussi de cette image-là. Complètement. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on ont en commun entre guillemets les jeunes et entre guillemets les plus âgés, ceux d'être en fait des catégories sociales regroupées comme des ensembles sur lesquels on va coller les stéréotypes. C'est pas du tout vrai pour les 30 ans, 40 ans, 50 ans, on est plutôt dans entre guillemets l'âge adulte, et l'âge adulte en fait est une expérience aujourd'hui tellement compliquée et finalement qu'on a tellement du mal à définir quelque part on n'arrive pas à lui coller des stéréotypes. Et d'ailleurs par exemple en entreprise on est persuadé que les personnes après 50 ans ne veulent plus se former, ne veulent plus bouger, donc ça va donner des justifications pour les virer vers 55 ans ou 56 ans et qu'ils se retrouvent au chômage Mais c'est ça qui est très intéressant dans notre rapport aussi à l'entreprise par rapport à ça, c'est qu'on est junior en entreprise en France aujourd'hui jusqu'à 35 ans et on est senior à 45. Donc en fait on a 10 ans dans lesquels on est un petit peu au top et donc c'est ce qui montre bien qu'on a un rapport complètement névrotique à l'âge, aux générations, alors que et ce qui empêche aussi la transmission au sein des entreprises et quelque part des pactes intergénérationnels qui seraient beaucoup plus fructueux, parce qu'évidemment qu'un jeune lui peut apporter à quelqu'un d'un peu plus vieux finalement un petit peu de fraîcheur, un peu de nouveauté, lui le sensibiliser un petit peu à des problématiques de l'air du temps. Le plus vieux, lui, a de l'expérience et des connaissances à transmettre. Donc en fait, évidemment qu'il y a quelque chose de très dynamique, mais on dirait qu'on veut casser cette dynamique-là en inventant un faux conflit et en disant quasiment même aux plus vieux, c'est les jeunes qui vont prendre vos places, ou c'est attention, vous allez vous faire bouffer, alors que on regarde, les personnes après 50 ans sont majoritairement demandeurs de formation continue et sont même prêts souvent à bouger de territoire. En fait, ils ont déjà fait leur vie, leurs enfants des fois sont partis, donc ils n'ont plus besoin de rester forcément au même espace géographique. Mais bon voilà, c'est ça qui ont en commun les plus jeunes et les plus vieux, c'est d'être en fait des réservoirs à stéréotypes. Mais ça, ça a un impact vis-à-vis de l'employeur, le regard qu'il peut avoir. Vous pensez que ça a un impact réel aussi entre les personnes, entre les collègues par exemple Ensuite, après, il y a les expériences interindividuelles, donc
Évidemment qu'il y a des liens affectifs et affectivo-professionnels qui peuvent se créer entre les travailleurs, mais moi j'interviens beaucoup dans des entreprises où ils ont tout le temps des problématiques de DRH, et c'est précisément ces problématiques-là, et à chaque fois je suis en train de leur dire, mais c'est vous, quelque part, qui avez mis en place ces dynamiques-là. Si vous voulez à un moment donné qu'elles se brisent, il faut peut-être repenser un petit peu, vous, votre modèle on va dire, de management et de gestion des ressources humaines, et créer beaucoup plus d'alliances entre les individus. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'ils ont mis en place cette politique des âges et cette vision générationnelle très stéréotypée, et 20 ans après, ils se disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué, en fait, on se rend compte en fait, que tout ce qu'on avait prévu en fait, est en train de se passer. » Ben oui, mais parce que vous les avez tellement martelés, vous avez tellement mis en place aussi des politiques internes qui favorisent ce type de comportement, qui est celui finalement d'être très individualiste au sein d'une entreprise, ou d'être vraiment dans la recherche toujours du meilleur, d'être un peu sur la brèche, et donc de chercher toujours un peu le meilleur poste, donc de ne pas rester, de ne pas s'investir de cette manière-là. C'est des résultats, des visions qu'ils ont eues, entre guillemets, des nouveaux travailleurs, qui n'étaient pas vraiment des nouveaux travailleurs. Je ne suis pas sûr d'être excessivement clair, mais en fait, comment dire, là où ça pose un problème, c'est que c'est aussi pour ça que les générations, c'est très à la mode, c'est que c'est un marché, et que les consultants générationnels qui viennent dans les entreprises pour leur dire « Ah ben les jeunes sont comme ci et les vieux sont comme ça », c'est un marché du consulting qui brasse beaucoup d'argent, et qui finit par être performatif, et qui finit par avoir des effets complètement pervers au sein des entreprises, et dans ce cas-là, ils appellent ensuite des sociologues pour leur demander « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Ce qui s'est passé, c'est que vous avez suivi un logiciel de lecture qui est complètement fallacieux, et qui à la fin génère quelque chose, parce que à force de vous répéter que vous êtes je sais pas, on va vous répéter tous les jours que vous êtes quelqu'un d'égoïste, vous allez finir par le croire. Même si au fond de vous-même, vous ne vous sentez pas égoïste. Et socialement et politiquement, vous dites aussi que ces discours clivants, ça désunifie la population, et que ça a un effet, et alors là vous reprenez le terme d'un politologue, mais que ça a un effet de déconsolidation démocratique. Oui, mais quand je parlais vraiment de déconsolidation démocratique, je posais un petit peu aussi la question sur les vrais particularismes en fait, des nouvelles cohortes, en fait, pour poser un petit peu, et c'était ce rapport à la démocratie qui était en question, en fait, sur ce moindre attachement au système démocratique que pouvaient avoir les plus vieilles cohortes, mais qui s'explique par pour le coup, un effet d'époque. Et quand on ne s'est pas battu pour la démocratie, ou vu qu'on est quand même un pays où il n'y a pas eu de guerre depuis 80 ans maintenant, oui, 80 ans, pardon, excusez-moi. Et ben c'est évidemment qu'on peut se sentir moins concerné par quelque chose qui est de l'ordre de l'acquis, en fait, où on a l'impression que c'est déjà acquis. Mais là où ça crée de la déconsolidation, il suffit de voir un petit peu comment on a essayé de créer la réactivation du conflit de génération par le côté hockey boomer, où, encore une fois, si on est persuadé d'être une jeunesse sacrifiée contre des vieux qui seraient très riches et qui ont tout pris, c'est vraiment une vision complètement fallacieuse de l'histoire, et c'est même croire finalement que ce qui a été les 30 Glorieuses était le moment indépassable de notre histoire et doit être le moment normatif. Alors que non, c'était un moment exceptionnel de notre histoire, qui est celui d'un retard industriel qu'on a repris parce qu'il y a eu la guerre, quoi. Donc c'est là où ça déconsolide, c'est à partir du moment où on est... Alors qu'en fait, on se rend bien compte, au-delà du fait que les familles sont très proches aujourd'hui, les transferts d'argent, les transferts économiques descendants, donc des parents ou des grands-parents aux enfants et aux petits-enfants, n'a jamais été aussi important. C'est que l'aide économique, on va dire la solidarité intergénérationnelle aujourd'hui, se fait au sein des foyers. Donc en fait, la question qui se pose, c'est plutôt de la reproduction des classes sociales et de la privatisation de cette solidarité intergénérationnelle. Parce que quand on n'a pas de patrimoine à transmettre, on n'a pas de patrimoine à transmettre, mais quand on va aider, et donc en fait va se reproduire cette même mécanique-là. Donc en fait la question n'est pas de se dire est-ce qu'à un moment donné il y a eu des gens plus âgés qui ont profité de conditions économiques particulières, mais c'est plutôt de se dire est-ce qu'il y a parmi ces générations-là, il y en a certains qui ont profité beaucoup plus et qui ont plus dans l'accumulation des richesses, et qui sont simplement en train de les transmettre ensuite à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Donc on est dans une sorte de reproduction sociale qui montre bien que, même si évidemment on ne peut pas tout le temps penser en termes de classe sociale, le logiciel marxiste est plus intéressant pour comprendre ce qui se passe que le logiciel des générations. Voilà. Oui, et puis malheureusement, on peut se dire que dans une société qui se précarise, certes les jeunes sont impactés, c'est très clair, mais les personnes les plus âgées aussi. Et bon, ça va rejoindre le discours, le débat actuel sur la réforme des retraites, mais en fait ça concerne tout le monde, les jeunes comme les plus âgés. Oui, en fait c'est le niveau de retraite aujourd'hui des plus de 65 ans
pour une bonne partie est plutôt pas mal, ils sont pas trop dans la précarité, mais ils l'étaient avant. C'est qu'en fait, on est arrivé à un mieux en fait dans la situation des retraités. Et aujourd'hui, on la met en point de comparaison en se disant, bah, regardez, puisque c'est mieux, quelque part, il faudrait la re-rendre quelque part problématique. Alors que encore une fois, c'est pas du tout ça la question. C'est encore une fois, une génération n'est pas une classe économique, donc c'est pas parce qu'on a vécu les baby-boomers qui ont commencé à bosser à 16 ans et dans des conditions pas possibles, c'est plutôt la majorité. Ceux qu'on nous présente et ceux qu'on voit, qui sont plutôt ceux qui ont eu la parole médiatique ou politique, c'était vraiment, encore une fois, une toute petite minorité qui sert en fait quasiment aujourd'hui d'épouvantail à la jeunesse en disant on veut surtout pas devenir ça, quoi. Mais oui, en fait, le bon côté de tout ça, c'est qu'on se dit que si on abandonnait ces discours stéréotypés, ben on se rendrait compte que la solidarité est effective et qu'il peut y avoir une solidarité intergénérationnelle. Bien sûr, mais en fait, voilà, et qu'elle existe. Complètement, mais il faudrait la rendre un peu plus, faudrait en faire un problème politique et la rendre publique en fait, parce qu'encore une fois, évidemment que il n'y a pas de conflit de génération, les enfants adorent leurs parents et adorent leurs grands-parents, il n'y a pas de conflit de génération non plus au niveau économique parce que les parents et les grands-parents aident leurs enfants et leurs petits-enfants. Le problème, c'est que c'est privatisé, c'est que c'est au sein des familles. Donc ça ne devient pas un problème politique global. Donc à partir du moment où c'est pas un problème global au niveau politique, on peut tenir n'importe quel discours en disant regardez, vous êtes une génération sacrifiée, battez-vous contre le vieux monde, essayez d'abattre le vieux monde qui vous a tout pris, alors que c'est complètement faux en fait, c'est pas du tout l'expérience vécue. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Déjà arrêter d'essayer d'opposer des catégories de papier, essayer de prendre le problème par exemple de la retraite en se disant c'est un problème de solidarité qui nous concerne tous en fait, c'est qu'on soit ouvrier, qu'on soit cadre sup, et donc c'est plutôt à travers cette comment faire perdurer un contrat générationnel en essayant de faire en sorte qu'on ne soit pas en train de se dire « Ah, vous avez eu trop et nous pas assez ». C'est plutôt comment essayer de faire continuer un système pour que tout le monde soit un peu... Après, moi, je ne suis pas un homme politique, hein, donc ce n'est pas à moi d'apporter des solutions. Mais, non, mais vous avez des analyses. Oui, non, mais ensuite, après, je suis... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de faire culpabiliser une catégorie qui n'existe pas pour faire rager une autre catégorie qui n'existe pas, ça ne sert à rien. Je vais juste vous poser une dernière question avant de passer aux questions du public, si vous en avez. Sur quoi est-ce que vous travaillez actuellement ? Parce que, en fait, là, on vient de parler principalement de votre premier livre. Le deuxième découle un peu du premier. Je crois que vous êtes en train d'en écrire un troisième. Oui, alors en fait, le second, La civilisation du cocon, c'était comme dans le Millennial Burnout, j'avais essayé donc de déconstruire les différents stéréotypes qu'on a collés aux jeunes. Il y en avait un auquel j'avais pas réussi à m'attaquer, c'est qu'on était en train de dire qu'on avait affaire à une génération émotionnellement très fragile. C'est par exemple l'écrivain Bret Easton Ellis qui parle de génération chochotte, et donc qui avait besoin de se protéger, qui ne supportait pas tout ce qui était, enfin quelque part, la violence n'était pas que la violence physique, mais il y a aussi la violence des mots, en fait, des positions politiques ou des positions idéologiques, enfin bref, et qui étaient tous en train de vouloir se protéger d'un monde qu'ils percevaient comme de plus en plus dur. Donc je me suis posé la question, est-ce que c'est un syndrome générationnel ou est-ce que c'est encore une sorte de syndrome d'époque qu'on accole à la jeunesse en disant la jeunesse est comme ça, mais ça touche beaucoup plus de catégories, et donc voilà, donc dans le deuxième, j'ai essayé de comprendre d'où nous venait ce besoin de repli et de protection, quelque chose qui est très largement partagé dans les différentes générations. Et dans celui sur lequel je suis en train de travailler, là, c'est le cocon en fait parle un petit peu de cette nouvelle exigence d'avoir du chez-soi partout, de sentir un petit peu, d'avoir des choses un petit peu familières, donc en fait cette grande domiciliation qui fait que les gens vont beaucoup moins dans les espaces culturels, vont beaucoup moins au cinéma, les boîtes de nuit ont quasiment été divisées par 3 en 20 ans. C'est qu'aller partager un espace, on préfère faire des fêtes à la maison. Voilà. Le à la maison. Et voilà. Vous l'avez écrit pendant ou juste après le confinement qui a aussi... Avant, j'ai commencé avant. C'est pour ça, en fait, c'était... Mais le confinement a exacerbé cette tendance que vous observiez. C'est qu'en fait, quand j'ai commencé à l'écrire, le confinement est arrivé, donc je me suis dit, mince, ça va être une sorte de stress test géant qui va se passer, donc pour voir si ma théorie est vraie ou si elle est fausse.
Et coup de bol, enfin pas coup de bol, hein, parce que je ne voulais pas forcément que ça devienne ça, mais je me suis rendu compte en fait que tout ce qui m'intéressait dans ce que je percevais comme, on va dire, comme syndrome un peu de l'air du temps par rapport à ce repli, c'était largement exacerbé, c'était intensifié avec le Covid, où on a pu observer qu'il y avait une partie de la population qui était très contente, qui avait beaucoup aimé cette période d'enfermement, qui se sentait enfin chez eux, ils allaient pouvoir se rapproprier leur temps, se rapproprier leur espace, avec des discours, qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce que je suis bien dans ma petite citadelle, et la difficulté qu'ont eu les gens, et encore aujourd'hui, à renouer finalement avec la vie réelle, avec l'altérité. Aujourd'hui, on parle de la grande flemme, qui touche au niveau professionnel, mais c'est vrai aussi au niveau affectif, c'est aussi vrai au niveau social, c'est aussi vrai au niveau culturel. C'est un des effets c'est le contre-coup finalement de cette... comme en fait toutes ces demandes-là étaient un petit peu des demandes latentes en fait, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais déjà avant le confinement, il y avait une expression qui était à la mode, c'était qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Moi ça va être Netflix and chill. Et quelque part, quand on arrivait le lundi matin à la machine à café pour parler avec ses collègues, c'était quasiment plus valorisé socialement d'avoir passé le week-end, à avoir rattrapé telle série très très pointue et d'avoir regardé tous les épisodes, plutôt que de dire j'ai été en boîte de nuit, j'ai fini à 4h du mat. D'un seul coup, quelque part, la socialisation à la maison, alors qu'à l'époque on appelait ça les couch potatoes, les patates de canapé ou les gens casaniers, le côté casanier devenait quasiment cool. Voilà. Et donc le troisième livre. Et donc le troisième, c'est un peu la suite du cocon, et c'est cette idée en fait comment notre désir de personnalisation, d'avoir du personnalisable partout, d'avoir en fait une sorte de monde sur mesure, un rêve, qui est un fantasme, le fantasme de la société du monde sur mesure, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau affectif, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel, est en train de créer énormément d'anomalies et surtout de nous transformer à la fois en personnes très déprimées, très anxieuses, mais de plus en plus tyranniques. Voilà. Ça va être joyeux encore. Et le titre provisoire, c'est la fin de l'autre. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je vous passe le mot. Alors moi, je suis écolo active et j'ai une question que j'ai envie d'adresser aux jeunes, de la génération dont vous parlez. Moi, j'ai 60 ans, grosso modo, et je suis très inquiète par rapport à l'avenir de la planète. Mais moi, j'ai fait mon temps. Dans 20 ans, je serai morte, on va dire. Donc, ma vie, elle est faite. J'ai 2 filles. J'en ai une qui a 27 ans et une autre 18. Celle qui a 27 ans, elle est plutôt à dire, de toute façon, la planète est flinguée, donc il n'y a rien à faire, donc à la limite, je m'en fous. Celle de 18 ans, elle est extrêmement inquiète. On a un réchauffement climatique dont les scientifiques nous disent qu'il est inarrêtable. On a des températures l'été, quelques jours pour l'instant, qui sont insupportables, à ne pas pouvoir sortir de chez soi. On a l'eau qui commence à manquer. Les scientifiques nous disent qu'en 2050, il y a un certain nombre d'endroits qui seront rendus inhabitables. Donc les populations vont devoir se déplacer. Les concentrations humaines vont devenir, puisqu'il y a moins de surfaces terrestres qui vont être habitables, on va être vraiment les uns sur les autres. Comment font-ils ces jeunes pour ne pas se manger l'estomac d'angoisse? Parce que moi j'ai 60 ans, ma vie est finie, j'ai eu gros, je me mange l'estomac d'angoisse. Comment ils font eux? Et ils vivent la tête dans le sable. Moi j'ai l'impression que cette génération-là elle se divise en 3. Il y a ceux qui font de l'éco-anxiété sans agir. Il y a les écolos actifs et une troisième partie qu'on n'a strictement rien à foutre. Moi, je pense que la division, elle se fait là. Mais comment font-ils pour vivre? Enfin, moi, je sais pas, j'appartiendrais à cette génération. Je me dirais, mais c'est quoi mon avenir? Qu'est-ce qui m'attend, quoi? Je veux dire, je suis malheureuse pour eux, quoi. C'est ce que j'essaie de raconter un peu dans le cocon. Il y a une grande partie, en fait, pour gérer cette angoisse-là, et dans le repli, et dans la fuite dans les mondes numériques, dans la socialisation et dans la production comme ça et de la consommation de contenu culturel aussi. Par exemple, une sorte de binge-watching aussi. On a des perfusions de fiction, c'est la vie Netflix. En fait, on s'évade de manière permanente. C'est comme ça, en fait, qu'aujourd'hui, le virtuel. Mais après, ça concerne pas que les jeunes aussi, parce que cette fin de l'idéologie du progrès, cette idée qu'en fait demain va être pire
qu'aujourd'hui, et quelque part c'était mieux avant, qui était plutôt une idée conservatrice. Aujourd'hui, c'est une problématique commune. C'est ça auquel on ne s'attelle pas en fait. C'est qu'on n'arrive pas à redonner, à recréer en fait un désir de progrès et un désir de futur. Le futur n'est pas désirable. Donc quand le futur n'est pas désirable, on se replie dans le présent et on intensifie le présent. C'est aussi pour ça, c'est François Hartog quand il parle de présentisme, c'est ça aussi le présentisme. C'est une manière de ne pas se réfugier trop dans la nostalgie, quoique la jeunesse d'aujourd'hui est très très nostalgique. Et quand il y a eu une étude très intéressante où on leur a posé la question, si vous pouviez aller dans une époque, où est-ce que vous iriez? On aurait posé la question dans les années 80, nous on aurait dit, moi j'ai envie d'arriver en 2020 ou en 2030, une vision du futur qui était même nourrie de fiction très, très valorisante. Aujourd'hui, quand on pose la question aux jeunes, en fait ils veulent revenir dans les années 80-90. Une sorte d'état un petit peu d'innocence, une sorte d'état de quelque part où on n'était pas intoxiqué, où on n'était pas, enfin on va dire le paysage de l'apocalypse n'était pas la destination. Donc voilà, comment est-ce qu'ils font pour ne pas mourir d'angoisse? Ils se noient quelque part dans la fiction, et ils se noient dans les univers numériques. Et on n'a jamais autant consommé de séries, de films, quelque part, le binge-watching est une manière de s'étourdir, en fait, comme l'est aussi le binge-drinking. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une consommation à un moment donné, que ça passe par des toxiques ou que ça passe par des supports culturels. C'est une manière de s'oublier, de s'étourdir et de mettre la réalité à distance. Je préfère, j'aime pas dire que ça va être pire, ça va être très différent. Il y a un monde à changer pour survivre, et là il faut être actif. Il faut être un guerrier, il faut être. Il y a un monde à construire, à lui donner un autre visage, et là, il serait plutôt temps, plutôt que de rester chez soi, d'agir pour justement que le visage du futur soit davantage souriant. C'est maintenant ou jamais. C'est à la limite, moi, quand j'étais jeune, j'avais rien à faire. J'avais mon destin tout tracé, comme ça. Aujourd'hui, il faut agir. Certes, il faut agir, mais par exemple, intéressant. Comme vous dites, à un moment donné, ils sont divisés par 3, mais même parmi ceux qui sont écolo-actifs, comme vous dites, il y en a beaucoup, qui continuent par exemple de voyager énormément en avion, qui vont avoir en fait des usages aussi qui sont un peu à rebours de leur socle de valeurs. Donc c'est plein de problématiques différentes. Il faut donner envie à des individus qui déjà n'ont pas beaucoup de place dans la société d'aujourd'hui d'avoir envie de construire la société de demain. Il faut en dire à certains, sortez de vos angoisses et arrêtez de vous angoisser pour quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, parce que quelque part, on va dire, c'est ça quasiment l'immobilisme et le fait d'être stagné d'angoisse comme ça ne va absolument rien créer. Et à ceux qui sont concernés, leur dire à un moment donné, il va falloir que vos actes aussi soient un peu plus en adéquation avec votre socle de valeurs. C'est un chantier civilisationnel qui est compliqué. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Votre analyse s'est basée dans la situation nationale, européenne ou internationale. Je pense, mais peut-être je suis hors sujet, à tout ce qui s'est passé par exemple en Iran, ou ce qui s'est passé en Tunisie, dans d'autres pays. Voilà. Je pense que là-bas, il y a plus d'actions. Peut-être que madame a dit que ce qui se passe ici avec, comme vous dites, le fait de s'évader dans le Netflix et quoi. Alors tout à fait, vous avez bien raison de poser la question. Non, moi mon analyse est vraiment plus sur on va dire, américano-européennes. C'est sur les peuples qui ont déjà accepté la société des loisirs, quoi. Voilà. Mais vous avez raison de rappeler que oui, c'est même vrai en Chine, la jeunesse chinoise n'est pas tout à fait la même que celle d'aujourd'hui, que celle européenne ou américaine, donc ne sont pas avec exactement les mêmes problématiques. Moi je parle vraiment des jeunes qui sont dans ce qu'on appelle la modernité tardive, quoi. Donc avec ces problématiques-là qui sont un ensemble de droits et de devoirs qui sont déjà acquis, et donc avec des chantiers civilisationnels bien différents. Et qui ont cette possibilité-là de se réfugier dans la société du confort, dans ce qu'on appelle la civilisation du cocon, ce qu'on ne peut pas faire quand on est un jeune Iranien ou une jeune Iranienne, ou en tout cas de manière
il y a une urgence qui ne permet pas forcément d'avoir cette... Mais exactement que de la même manière, vous savez, quand, par exemple, la psychiatrie, enfin, excusez-moi, la psychologie, la psychanalyse, au début, ça ne touchait que la grande bourgeoisie genevoise, et puis à la fin, ça devient une problématique pour tout le monde. Donc, c'est aussi des problématiques qui, peut-être, une fois ces droits-là acquis pour la jeunesse iranienne, vont en devenir une autre ensuite après. Je pense que c'est pareil, mais vous avez raison, mon discours n'est pas uniforme. D'ailleurs, je ne vais pas faire de l'uniformisation, alors que précisément, je pointe du doigt le problème de l'uniformisation. C'était pas que ce soit pas uniforme, je ne mettais pas en jugement, mais je me posais la question pour bien me situer dans tout ce que vous avez dit et tout ce que vous avez aussi commenté, qui nous donne une large vision de qu'est-ce que c'est que cette millénaire. Vous aviez raison de faire cette précision-là, en tout cas. Quelqu'un d'autre veut parler? Je vous signale que les 2 livres de Vincent Coquebert sont ici, donc si vous voulez les emprunter, n'hésitez pas. Servez-vous, ils sont là pour ça. Merci beaucoup. Merci Vincent à vous. Coquebert, Merci d'avoir été présent aujourd'hui pour nous parler des millennials et grand de plaisir. tout ça. Et merci à vous d'être venus y assister. Millennial, c'est un nom que vous avez inventé ou... Non, pas du tout, c'est qu'en fait, en fait, ce qu'on appelle les millennials, c'est la génération Y. Mais sauf qu'en fait, c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que comme je vous disais, en fait, normalement c'est 80-2000, mais à un moment donné, on s'est dit, ah bah non, c'est peut-être 85, 2000, c'est peut-être 90, 2000. Et il y avait le mot de génération Y qui avait un peu fait florès, donc à la fin des années 90. Et à partir des années, on va dire entre 2005 et 2010, c'est le terme de millennial, parce qu'on avait aussi passé qui s'est un peu imposé, mais ça dit, c'est la même cohorte en fait. Voilà. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une invention encore. Je vais vous poser une dernière question. Oui. Comment c'est difficile à la fois se projeter, comment vous imaginez que va être la génération des enfants qui aujourd'hui sont en maternelle? Je n'en ai aucune idée, je ne vais pas vous mentir. Est-ce qu'ils vont être écolo ou encore... Franchement, je pense que dans la société dans laquelle on est, qui est encore, en termes de transmission, en termes de valeurs, qui est très déterminée par notre condition économique et sociale, je pense qu'on va... C'est bien pour ça qu'en fait notre société se caractérise souvent pour avoir deux phénomènes qui se polarisent et qui s'entrechoquent. Par exemple, quand je parlais aujourd'hui de la question du genre, de la question on va avoir des gens qui vont se dire très libres, très fluides, très post-genre, et tout en même temps des gens qui vont être très réactionnaires, conservateurs. Donc en fait, à un moment donné, c'est vraiment souvent dans notre société, c'est 2 phénomènes un petit peu polarisés qui s'entrechoquent. Donc je pense en fait qu'il n'y a pas de raison, en fait, à part si on arrive dans un régime néo-communiste, on va dire, qui n'ait pas cette même, on va dire, diversité au sein d'une même forme de bordée que vont devenir les enfants en maternelle aujourd'hui. Je pense en fait qu'il va y avoir cette même reproduction. Donc, en fait, les personnes qui sont eux-mêmes en fait des gens concernés, qui ont certains usages, certaines valeurs, certains comportements, vont les transmettre à leurs enfants, qui vont eux-mêmes les rédupliquer. Et ceux qui ne sont pas encore dans ces problématiques-là, parce qu'il y a d'autres problématiques qui sont celles de la survie économique ou celles de simplement, de garder la tête hors de l'eau, en fait, les questions d'écologie, les questions vertes vont être un petit peu mises de côté, comme peut l'être par exemple le bien-être psychique, est une vraie problématique des personnes qui sont déjà bien insérées, qui ont un niveau économique et culturel assez élevé, qui ça l'est un peu moins pour les catégories populaires, parce qu'on ne fait pas encore attention à ça, je pense en fait qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une sorte d'uniformisation qui se passe, à part si on arrive dans un nouveau régime politique. Il y a quand même une objection qu'on pourrait imaginer à ce que vous dites, c'est que comme la civilisation du cocon parle d'un fait assez générationnel, non, justement assez généralisé et commun et globalisé de préférer rester chez soi, regarder les Netflix et les écrans, ce genre de choses. On peut se dire que peut-être, ça ce serait la version optimiste, qu'au bout d'un moment, la question de l'environnement et de l'écologie infuse aussi suffisamment les esprits pour que ça englobe un peu toute une population. Je ne sais pas si c'est comparable, parce qu'en fait la pulsion de repli c'est une pulsion négative. Et en fait ce genre on va dire, enfin négatif, c'est plutôt une pulsion de dévitalisation. Et donc en fait qu'elle soit partagée me paraît beaucoup plus logique
que le fait qu'à un moment donné, il y a une sorte de, voilà, de vitalisation et d'élan commun partagé, bon, c'est plus complexe à mon avis à mettre en œuvre. C'est moins, c'est pas naturel, quoi. Je vais essayer d'être optimiste. Oui, vous avez raison. Avec les portables, on a accès au monde sans sortir de chez soi. Oui, bah c'est pour ça que je parlais de domiciliation. En fait, la grande domiciliation, c'est le numérique nous a permis de domicilier d'abord la consommation avec Amazon, ou ensuite, avec les services de courses, de livraison, la culture, les relations humaines et sociales aussi à travers les sites de rencontres. Et c'est pour ça que je me disais, même la danse aujourd'hui, qui était quand même, on sortait avant pour aller danser dans un espace de socialisation, aujourd'hui, les jeunes dansent depuis leur chambre et diffusent la danse. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que oui, en fait, on est... vu qu'on a un outil aujourd'hui qui nous donne l'impression en fait, de pouvoir être le grand ordonnateur de notre petit monde et de faire venir le monde à nous, plutôt que nous d'aller conquérir le monde, ça nous met dans une pulsion d'isolationnisme un petit peu, en tout cas d'isolationnisme géographique, spatial. Pardon. Mais si le sujet vous intéresse, vous pouvez emprunter le livre. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Encore merci.